Équipementier de l'UFC, la principale organisation de MMA de la planète depuis avril 2021, Venom, marque tricolore créée en 2006 par Franck Dupuis, a connu une ascension fulgurante. L'occasion, à l'approche de l'UFC Paris le 3 septembre prochain, de recevoir le fondateur de la marque. Il nous raconte son parcours et celui de son bébé entre galère et réussite. Bienvenue dans l'Arène Podcast, c'est l'épisode 36. Franck, bonjour et bienvenue dans l'Arène. Vous êtes le créateur de la marque Venom, célèbre dans les sports de combat. Alors, question toute simple pour commencer, depuis quand Venom existe ? Depuis 2005 et commercialement depuis 2006. En fait, j'ai créé Venom après avoir créé une société qui s'appelle Dragon Bleu. En 2004, qui était elle spécialisée, qui est ainsi spécialisée dans les sports de combat. Donc l'idée c'était de rendre accessible au plus grand nombre, parce que c'est un marché assez compliqué en termes d'accès, rendre accessible au plus grand nombre des articles pour la pratique des sports de combat. Donc très rapidement, l'expérience Dragon Bleu m'a amené à me poser la question d'enrichir l'offre avec des produits sur lesquels j'avais une plus grande maîtrise, parce que l'importation de produits, je faisais principalement de l'importation, parce qu'il y a très peu de marques franco-françaises ou de fabrication française, pour ne pas dire aucune. Donc tout était importé, et notamment d'Amérique du Sud, puisque Dragon Bleu avait comme spécialisation le MMA. Initialement, c'était le sport de combat qui marchait le mieux sur Dragon Bleu, c'était le MMA. Donc il fallait importer des produits MMA, et ces produits venaient principalement des États-Unis et du Brésil. Donc face au manque de fiabilité des fournisseurs à l'époque, c'était donc 2005, je me suis dit peut-être qu'il y a moyen de faire par nous-mêmes, et donc on a lancé une marque qui s'appelle Venom, que vous connaissez, je pense, assez bien maintenant. Donc on a commencé par des shorts, parce que c'était le produit roi à l'époque. C'était tout l'intérêt d'avoir créé Dragon Bleu, c'est que je connaissais les produits qui marchaient, quoi. Donc je savais chez les marques qu'on distribuait quels étaient les meilleurs produits, quels étaient les produits qui plaisaient le plus aux clients, et donc j'ai décidé de commencer par faire des shorts. Donc c'était des shorts de combat qu'on fabriquait au Brésil, et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens ont cru que Venom était brésilien. C'est aussi parce que moi-même j'ai dit que c'était brésilien. Donc j'ai fait fabriquer ces shorts au Brésil avec l'étiquette donc brésilienne, et ce que je me suis dit, c'est que pour vendre du camembert, il fallait mieux dire qu'il était normand plutôt que polonais ou italien, quoi. Ça vendait mieux le camembert normand, et donc j'ai fait pareil avec mes shorts, j'ai dit qu'ils étaient brésiliens, et ce qui n'était pas un mensonge, parce qu'ils étaient fabriqués au Brésil et montés par des ouvriers brésiliens, donc quelque part ils étaient brésiliens, mes shorts. Voilà, donc voilà, ça s'est lancé comme ça. Puis d'abord un short, après deux shorts, après trois, après des t-shirts, après des rash guard, donc c'est des t-shirts de compression lourds. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est lancé. Ça a été en fait étape par étape. J'ai appris en marchant. Je connaissais pas du tout cet univers avant de m'y lancer. Voilà, j'ai simplement analysé le marché, analysé ce qui plaisait, ce qui plaisait pas. Ce que je pensais être une attente chez les clients, et c'est ce qui a été poussé. Après, on a, en plus de la partie produit, été assez attentif à la partie communication et marketing pour rendre le produit plus désirable. Et ça, c'est passé par une politique de sponsoring. Donc, on a commencé par des athlètes, donc tous quasiment MMA, accessibles entre guillemets, parce qu'on était une toute petite marque, une micro-marque, et donc il fallait être capable il n'était pas possible en fait d'attraper les grosses stars, quoi. Donc on a commencé par des athlètes qui étaient moins exigeants financièrement, plus ouverts aussi, plus sympas peut-être pour certains, et donc qui nous ont aidés à lancer, à pousser la marque. Suite à ça, on a réussi aussi à rentrer à l'UFC en tant que sponsor. Donc ça s'est fait en 2009. Donc on a été assez rusé à ce moment-là, parce qu'en fait la logique des sponsors de l'époque était principalement de se focaliser sur les t-shirts que les athlètes utilisaient pour rentrer dans l'octogone. Et ces t-shirts qu'on utilisait pour rentrer dans l'octogone coûtaient une fortune.
En termes de sponsoring, on parlait de 50, 60 000 $ minimum le t-shirt à payer à l'athlète. Et ça, c'était juste inenvisageable à l'époque. Et totalement stupide en fait. Faut être clair, parce que ça ne permettait pas d'avoir un retour sur investissement, donc ça n'avait pas de sens. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé aux athlètes juste de mettre un petit logo Venom sur leur short pour rendre la marque visible. Et ça coûtait quelques centaines, voire maximum milliers de dollars. Et donc ça nous a permis de rendre la marque visible. On a eu un coup de chance au début parce qu'on a commencé avec un gars qui s'appelait, on avait eu le premier qu'on a eu, il avait un short blanc, tout blanc, je me souviens, c'était un short moulant tout blanc, sur lequel on a mis un gros logo Venom noir sur les fesses. Et en fait, les gens croyaient que c'était un short Venom en fait. Et c'était pas un short Venom, c'était juste un short blanc, un short de compression blanc. Et le logo Venom derrière faisait qu'on croyait que c'était un short Venom. Et l'athlète, c'était Sean Sherk. Qui à l'époque était un athlète très connu aux États-Unis, et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, c'était un Américain très connu. Et donc ça nous a mis un petit coup de boost. Donc suite à ça, on est parti, on a continué cette politique qui nous a rendu visibles, qui a permis aussi de développer les ventes. Les ventes se sont aussi développées en parallèle en Europe, aux États-Unis, sur des sites concurrents de Dragon Bleu. Et puis voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a réinvesti, le peu qu'on gagnait, on le réinvestissait en développement sur les produits, en communication, en marketing. Et puis petit à petit, vous créez une marque en fait. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Puis moi, j'ai toujours été assez voyageur, donc je suis parti au Brésil d'abord. J'ai monté l'unité de production au Brésil. Est-ce que vous aviez des attaches avec le Brésil pour avoir choisi le Brésil aussi? Non. En fait, je connaissais un Brésilien avec qui j'ai travaillé pendant des années, que j'ai rencontré au moment de la création de Dragon Bleu, à qui j'achetais en fait, ce qui me servait d'agent local pour importer des produits. D'accord. En fait, c'était un agent local pour moi qui était l'interface avec les fournisseurs brésiliens. Et donc, lui me servait à faire venir les produits en France. Et c'est lui aussi qui m'a aidé à monter l'unité de production au Brésil. Parce qu'en fait, à la fin, au Brésil, avant d'arrêter, on s'est retrouvé avec une usine où il y avait 150, 200 personnes quasiment. Donc, c'était une belle unité de production qui a été financée par les ventes de Venom et qui a été gérée par un Brésilien. Voilà. Et donc ce Brésilien, on a travaillé ensemble pendant des années jusqu'au jour où on s'est séparés parce qu'il y a un problème de circulation, notamment de l'argent avec lui qui est compliqué. C'est-à-dire que ça ne va que dans un sens, ça n'arrive pas à revenir. Donc ça a fini par m'agacer et puis on a fini par se séparer tout simplement. Donc lui aujourd'hui il a toujours son unité de production payée par mois et puis moi, de toute façon, j'ai préféré voguer ailleurs, puisque de toute façon, le problème que j'avais au Brésil, c'était que la technicité produit était limitée. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus, envisager de développer la marque comme moi je le voulais, avec des produits plus techniques, comme c'est malheureusement seulement possible en Asie en fait. Donc c'est pour ça qu'on a bifurqué vers l'Asie début des années 2010. Pour permettre d'obtenir plus de technicité sur nos produits et avoir moins de limitations dans les idées qu'on pouvait avoir. Et donc, depuis plus de 12 ans maintenant, on fabrique tout notre textile sur la zone asiatique. Ok. Je reviens juste sur Venom, mais le nom Venom, vous l'avez choisi comment d'ailleurs? C'est assez simple. Enfin simple. Moi j'aime bien quand les choses sont implicites en fait, qu'on n'a pas besoin d'expliquer pendant 3 heures pour que les gens comprennent. Et donc Venom, pourquoi? Parce que le serpent en fait, l'animal colle très bien avec les sports de combat parce que il a un côté fascinant, il a un côté rapide, vif, fatal. C'est un animal qui parle à toutes les cultures. Je voulais une marque internationale. Donc le serpent, il parle partout. Il est relativement positif, même quand il a des côtés négatifs. Ils sont pas franchement gênants. Donc c'est un animal qui convient assez bien pour exprimer certaines idées, pour servir de base à une marque. Donc pour moi, il était pas mal. Je voulais pas utiliser le terme snake directement, le serpent. Je trouvais ça trop basique, trop galvaudé. Donc, juste, je me suis posé la question, comment j'ai cherché tout ce qui tournait autour du serpent, quoi. Donc, l'écaille, le venin, le truc. Puis j'ai venin, ah oui, venin, c'est pas mal. Et puis, tiens, comme on dit venin en anglais, venin en anglais, c'est Venom. Ah, ok, d'accord. Et puis, il y a Venom avec le O. Donc, il y avait déjà un personnage Marvel qui à l'époque n'était pas encore arrivé au cinéma. Et moi, étant un fan de Marvel depuis que j'ai 6 ans,
Je lisais les Marvel quand j'étais gamin pendant l'été. Donc, je me suis dit non, on va pas prendre Marvel, on va éviter les emmerdements. On va prendre le O, on va le changer. Et en plus, graphiquement, quand vous regardez la police de la marque, le U marchait mieux que le O et se prononçait de la même façon. Ce qui me permettait de garder sur chacune des lettres du nom de la marque les dents de serpent. Oui. Regardez, toutes les lettres en fait sont acérées, sont pointues. Et le O était un peu gênant par rapport à ça. Donc le U marchait mieux. Et donc j'ai mis le U et puis on est parti comme ça avec Venom avec un U. C'est comme ça que ça s'est fait. Et j'avoue que ça a été en fait la première tâche accomplie, le logo et je pense que ça reste à ce jour la meilleure en fait. Je pense que ça a été le gros coup, ça. Ça a été vraiment le logo et le nom de la marque. D'accord. Est-ce que vous étiez dans les sports de combat, vous, d'ailleurs? Moi, oui, je faisais. Enfin, moi, j'ai commencé. Moi, je suis un karatéka à la base. Donc, j'ai fait du karaté depuis l'âge de 9 ans. Donc, j'étais à fond dans le karaté. J'étais un dingue de karaté. J'ai fait les championnats de France, j'ai fait des podiums, j'ai fait pas mal de choses en karaté. Et à 18 ans, j'ai arrêté de manière brutale pour mes études parce que voilà, mes parents m'ont dit bon, t'es gentil avec ton karaté, mais tu vas pas vivre avec ça. Donc tu vas aller à l'école. Hein. Et bon, au fond de moi, de toute façon, je me voyais pas devenir prof de karaté, quoi. Donc parce qu'en fait, dans le karaté, vous devenez prof de karaté. Donc, c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire. Hein. Donc non, je me suis dit, je vais faire des études, et donc je suis parti, j'ai fait des études, donc une classe prépa, une école de commerce, et puis après ça, j'ai commencé à bosser, donc j'ai commencé dans l'informatique chez IBM comme ingénieur d'affaires, c'était en 97 ça. J'ai fait ça j'étais chez IBM, après je suis rentré dans d'autres boîtes d'informatique, donc j'ai fait ça jusqu'à 2004. À laquelle j'ai décidé d'arrêter et de me mettre à mon compte. Et pourquoi je suis revenu de cet univers informatique qui n'avait strictement rien à voir. Je travaille avec des grands comptes, avec des boîtes comme PSA, comme BNP Paribas, comme ministère de la Défense. Vraiment rien à voir avec l'univers des sports de combat, mais vraiment à des lumières. Pourquoi je suis revenu là ? Parce que en fait, j'ai un ami qui m'a parlé juste avant de monter Dragon Bleu de cet environnement du sport de combat et qui m'a dit mais il n'y a rien, tout est à faire, c'est la préhistoire, il n'y a même pas de site internet qui tient la route, il faut faire quelque chose, etc. Et puis je me suis penché sur le dossier et je me suis dit vas-y, ça fait des années que tu dis que tu veux te lancer, lance-toi quoi. Et j'en avais marre de bosser là où je bossais, je me sentais pas bien. Donc je voulais vraiment changer ma vie. J'étais extrêmement successful dans ce que je faisais personnellement, mais j'étais pas je me sentais pas apaisé quoi, c'est-à-dire que je me sentais pas bien et surtout je me voyais pas évoluer vers quelque chose qui allait me plaire. À l'époque, j'avais une trentaine d'années et je me disais mais quand tu auras 40 ans, tu vas faire ça et à 50 ans, tu vas faire toujours la même chose, c'est-à-dire j'étais directeur commercial quand j'ai fini. Donc, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens, en fait. C'est-à-dire que je voyais pas vraiment de sens à tout ça. Je me suis dit, je vais bien m'emmerder dans ce milieu. Ça va pas le faire. Et me connaissant, je savais que ça allait pas être bon. Et en plus, j'avais un autre problème. C'est que je suis quelqu'un d'assez qui valorise énormément la liberté. Et ce qui fait que moi, pendant le monde dans lequel je vis aujourd'hui, je suis un peu malheureux, vous voyez, parce qu'on est dans un monde où il y a de moins en moins de liberté. Et donc, et moi, je survalorise la liberté. Donc, je pouvais pas continuer à être salarié. C'était pas possible. Donc, je préférais être à mon compte. Et très sincèrement, je n'ai pas fait ça pour l'argent, pour faire Venom. Non, pas du tout. J'ai fait ça juste pour être tranquille, qu'on m'emmerde pas et avoir le plaisir de me dire que ce qu'il y avait dans mon assiette, c'est vraiment moi qui participais à l'amener, quoi, et personne d'autre. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé. Donc, je me suis dit, vas-y, donne-toi 2 ans. Je m'étais donné 2 ans à l'époque. Donc, j'ai quitté ma dernière boîte et je me suis dit, t'as 2 ans. Et puis, je suis jamais retourné comme salarié. Et aujourd'hui, on se parle et franchement, je regrette pas ce choix, même si ça a été pas tous les jours facile, très sincèrement. Et ça l'est toujours pas. Ça l'est toujours pas. Donc, ça l'a jamais été, en fait.
je regrette pas parce que quand j'ai des coups de mou, je sais que j'ai cette liberté malgré tout et qu'elle est là et qu'elle est à moi. Et ça a été vraiment aussi la raison principale de ce choix. Et c'est pour ça, et c'est ce que je dis moi aux gens quand je vois des gens malheureux, je leur dis mais arrête de te plaindre, ne sois pas victime du syndrome de la machine à café et lance-toi quoi. Donc si tous les lundis matins quand tu reviens de week-end tu chiales avec tes collègues et tu craches sur ton chef, sur le chef de ton chef ou sur la collègue d'à côté qui a eu une promotion et pas toi, bah va-t'en et vis ta vie. Et tu verras, il y a plein de possibilités, mais il faut y aller parce que sinon ça passe tellement vite que bah, au final on arrive, on se dit mais merde, j'ai 60 balais, j'ai fini et puis et ma vie elle est morte quoi. Et donc voilà, c'était pour ça que tout ça s'est arrivé et puis bah après vous savez l'appétit vient en mangeant et puis moi je suis quand même assez ambitieux à la base, je suis un compétiteur donc dès que je fais quelque chose j'essaie de le faire bien. Sinon je le fais pas. Bah voilà, Venom ça s'est bien développé. Je suis pas satisfait de ce qu'on a fait. Je pense qu'on va faire beaucoup mieux. Oui. Pour moi, on est une petite marque, mais dans notre univers, ce qu'on a fait, personne l'a jamais fait. Donc ça au moins, et ça je parle au niveau mondial, je parle au niveau français, je parle mondialement, personne n'a été capable de faire ce qu'on a fait dans ce secteur d'activité. Donc là-dessus, il y a une forme quand même de satisfaction. Et ça donne la motivation pour aller plus loin, pour essayer de faire mieux, pour essayer d'étendre la marque, pour essayer d'en faire une vraie marque mainstream de sport, quoi. Même si vous avez encore des objectifs, comme vous le dites, et c'est ce qui est très bien justement. Mais vous avez commencé déjà vous êtes avec l'UFC, vous avez aussi des sportifs précis, par exemple Lomachenko. Oui. Que vous avez. Donc vous avez quand même un large carnet d'adresses entre guillemets de personnes avec qui vous travaillez. Est-ce que ces personnes avec qui vous bossez, par exemple Lomachenko ou d'autres, est-ce qu'ils vous demandent ils ont des demandes spécifiques sur les équipements? Oui. Ouais. Alors ça dépend lesquels. Loma, lui, c'est vraiment un exemple assez. C'est un profil très exceptionnel. C'est un boxeur qui est autant exigeant qu'il est doué. Donc vous imaginez à quel point il peut être exigeant. C'est le gars qui nous a le plus emmerdé, je pense, pour être clair. Mais c'est aussi celui vers lequel je vais peut-être avoir le plus de respect. Parce que il est aussi exigeant envers les autres, il est encore plus exigeant envers lui-même qu'il l'est envers les autres. Et ça, moi, je respecte énormément. Donc ça se voit dans ce qu'il fait, dans sa manière de s'entraîner, de se donner, dans sa performance, dans son état d'esprit, etc. Donc lui, c'est quelqu'un, par exemple, qui nous a beaucoup aidé à développer nos produits boxe anglaise. Donc nos gants de boxe anglaise haut de gamme ont été développés avec lui. Donc on a vraiment suivi ses recommandations, ses retours, ses conseils, enfin tout ce qu'il a pu nous dire, tout ce qu'il a pu partager avec nous a été implémenté dans les gants de boxe anglaise. Et aujourd'hui, il a, je dirais, à 60-70% contribué au développement des produits. Donc c'est vraiment quelqu'un d'intéressant et qui a aidé à faire avancer la marque. Est-ce que vous avez une anecdote, par exemple, avec un sportif, ça peut être un combattant MMA qui a une demande très particulière pour un produit? Ouais, avec le MMA, des anecdotes, il y en a. Elles sont pas trop sur les produits. Les combattants MMA sont pas trop exigeants sur les produits. D'accord. En fait, les plus exigeants, c'est vraiment dans la boxe anglaise. Il y a la boxe anglaise et les autres. Parce que la boxe anglaise, voilà, c'est comme ça. Ils ont, comment dire, leurs gants, leurs mains, c'est vraiment un trésor pour eux. Et ils y attachent énormément d'importance. Donc, eux, ils sont extrêmement compliqués à gérer. C'est à chaque fois presque du sur-mesure. Des anecdotes, pas tant que ça. Ça serait toujours vraiment autour de Lomachenko, je pense, parce que c'est toujours avec lui qu'on a eu le plus de galères. Donc, mais Loma, non. Loma, on l'a emmené en Thaïlande, à l'usine, pour développer les produits. Et la seule chose dont je me souviens, c'est que grâce à lui, j'ai failli, ou à cause de lui, j'ai failli finir noyé au milieu de la mer locale. Je me souviens plus de son nom, la mer Andaman, je crois. Parce qu'on était parti faire un tour pour s'amuser en jet au milieu entre deux îles. Et son jet est tombé en panne. Donc moi, je l'ai récupéré.
en disant bon c'est bon, vas-y, monte dans le bateau, partez, moi je prends le jet, je l'accroche derrière le mien et puis je vais le ramener. Et puis en fait, je me suis paumé quoi. J'ai ramené le jet et les gars se sont barrés sans moi. Et donc j'ai vécu un petit moment de solitude. J'étais un peu en mode comment ça s'appelle cette émission là? Vous savez, vous êtes seul au monde et vous êtes en mode survie quoi. Ah oui, le Survivor, je pense, ça doit être ça, Ouais, non? un truc un peu comme ça. Ouais. Donc j'ai un peu fait le Survivor avec grâce à Lomachenko. Quoi. Donc il fait que ça a créé des liens entre nous. Parce qu'après, il croyait que j'étais mort et il se sentait un peu coupable pour le coup. Donc, mais finalement, ça va, je me suis sorti. C'est vrai que j'avoue que ça, après coup, je me marre, mais sur le coup, je me marrais Sur le pas. coup, ça doit pas être cool, ouais. En vrai. Non, je suis arrivé au bord d'une plage déserte avec 10 centilitres d'essence dans le moteur, donc non, c'était pas cool, quoi. Vous avez, alors là, on parle vraiment de l'étranger, certes, mais en France, mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent pour vous avec Rungis, la salle avec la MMA Factory de Fernand Lopez, c'est ça? Oui, moi, je suis quelqu'un qui attache pas trop d'importance à la nationalité, à vrai dire. Moi, j'aime bien bosser avec tout le monde. En fait, j'aime bien bosser avec des gens qui sont bien, quoi. Avec des gens cool, quoi. Sinon, qu'ils soient américains, anglais, japonais, je m'en fous un petit peu. Oui, enfin, le MMA Factory, en fait, c'était l'opportunité d'utiliser le Venom Training Camp qui était à Rungis, et pour lequel nous, on avait décidé de pas continuer parce qu'au final, c'était pas vraiment. Enfin, il y a eu le Covid qui nous a bien planté. Il y a le fait que les salles de sport comme ça, c'est une activité très différente de notre activité de base et que dans le business, il vaut mieux rester quand même sur son cœur business. Surtout qu'on a encore beaucoup de chemin à faire avec Venom, donc c'était un peu se défocaliser du business de base que de partir sur ce camp. Et c'était un environnement un peu trop loisir à notre goût. Le Venom Training Camp de Rungis, contrairement à celui qu'on a en Thaïlande, qui est vraiment beaucoup plus orienté performance et plus proche des racines de la marque en fait. Donc c'est pour ça que celui de Thaïlande on le garde, on le développe. Il a aussi été bien victime de la pandémie puisque il a été fermé, il vient juste de rouvrir. Il a été fermé presque 2 ans. Donc là il a réouvert, il se porte très bien d'ailleurs celui-là et on est content de ce qu'on y fait. En France, donc on a eu l'opportunité de travailler avec le MMA Factory, avec Fernand. Donc là, on va faire j'avoue que je m'en suis pas énormément occupé, donc on va faire un bilan, on va regarder un peu comment ça se passe, etc. Mais oui, c'est super de travailler avec des Français. Puis on travaille avec Cyril Gann, donc qui est un athlète de l'équipe Venom, qui est un gars super sympa, qui a beaucoup apporté vraiment lui au MMA français pour le coup. Il a mis vraiment tout en haut. On voit ce qui s'est passé au mois de janvier. Malheureusement, il n'a pas gagné contre Francis Ngannou, mais il était tout près. Donc, tout près de gagner dans la catégorie reine de l'UFC, c'était pas rien, quoi. Donc, là-dessus, c'était vraiment quelque chose de fort, quoi. C'était sympa d'y participer. On était là-bas, on l'a soutenu, etc. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Mais pour le MMA français, c'est bien, ouais. Est-ce que vous allez développer d'autres styles de training comme ça, que ce soit en France ou à l'étranger? J'imagine, enfin au Brésil par exemple, vous n'en avez pas créé d'ailleurs? Non. Le Brésil aujourd'hui, on a un problème de trademark là-bas. Donc le Brésil aujourd'hui. Donc malheureusement, non, on fera rien au Brésil, même si c'est un beau pays, même si on fera rien là-bas. Mais honnêtement, entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, on a de quoi faire. Aujourd'hui, les gros marchés de développement pour Venom, c'est les US, l'Europe et la Chine. C'est là où on se développe le plus. Sachant on l'a pas trop évoqué, mais on a parlé du MMA et on a parlé de la boxe, mais du coup, on est d'accord qu'il y a le Muay Thai, il y a le Jiu-Jitsu, il y a plusieurs disciplines de sport de combat. Oui, aujourd'hui, donc chez nous, on travaille le MMA via l'UFC. Parce qu'en fait, le MMA, pour être clair, j'ai pas envie de dire que c'est que l'UFC. Mais l'UFC a une place très particulière, c'est-à-dire que sans l'UFC, il y a presque plus de MMA, quoi. En tout cas, au niveau, j'ai envie de vous dire, professionnel. Il y a que dans ce sport-là où on a une organisation aussi puissante, en fait. Donc l'UFC archi domine le MMA et finalement est un peu c'est presque synonyme de dire UFC et MMA, quoi.
C'est vrai qu'on dit plus UFC. En parlant de l'UFC, Ouais. on me dira MMA. Le MMA, c'est limite les autres Bellator, etc. quoi. C'est incroyable. Ça n'intéresse pas grand monde au final, quoi. C'est là où vous mettez les retraités de l'UFC, ils partent au Bellator, mais c'est un peu comme la ligue de foot aux US, quoi. Vous avez 38 ans, vous êtes Messi, vous allez jouer à New York, quoi. Mais personne va suivre ça, quoi. L'UFC, c'est la première ligue. Donc, et il n'y a pas de concurrent. À mon sens, il n'y a pas de concurrent. Hein. Je veux pas faire offense aux autres, mais pour moi, il n'y a pas de concurrent. Les autres sports, donc bien sûr, qu'on s'y intéresse, et c'est notre stratégie depuis 2014 de développer une stratégie par silo où on a le MMA, donc c'était l'UFC. Ensuite, on a la boxe, on a le jiu-jitsu, on a le kickboxing et le muay thai qu'on regroupe ensemble. Et dans chacune de ces disciplines, on développe des produits, du sponsoring, du marketing, de la communication. Et on a des personnes dédiées pour s'en occuper et pour pousser le plus possible. Et donc tout ce qu'on fait, nous, c'est pour développer chacun de ces silos. Là, il y a un nouveau silo qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est la femme. Parce que voilà, on est une marque extrêmement masculine. Donc on vend des produits aux femmes, mais principalement des bandes de boxe, des gants de boxe, des choses comme ça. Mais on n'a pas réussi jusqu'à présent à vendre du textile. Donc un lifestyle sportif féminin, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de développer les gammes. On a mis en place une équipe dirigée par des femmes d'ailleurs. On recrute des ambassadrices, des femmes, pour nous pousser, pour travailler, pour nous aider à développer les produits. En fait, on fait dans la femme ce qu'on a fait dans l'homme il y a 15 ans, quoi. Donc on est en train de le développer aujourd'hui. Et ça, c'est l'un des silos vraiment stratégiques pour nous et pour notre avenir. Donc on veut vraiment développer ce marché parce qu'on y croit beaucoup. Et donc Venom aujourd'hui, voilà, c'est une marque qui se développe comme une marque de sport en fait, parce que on n'est pas monosport. On veut pas être résumé au MMA. On veut pas être résumé et demain on veut pas être résumé au sport de combat. On veut aller au-delà. Alors c'est une chose de le vouloir, c'est une chose de le faire. C'est autre chose de le faire. C'est plus compliqué, j'imagine. Un petit peu, ouais. Parce que autant dans le sport de combat, on est face à des PME. Dans le sport, on est face à des monstres. D'accord. Donc c'est plus pareil. Aujourd'hui, quand vous raisonnez, par exemple, même fitness féminin, vous êtes face à des marques qui pèsent plusieurs milliards. Donc les moyens à disposition sont pas les mêmes. Donc c'est là où il faut vraiment être super smart dans l'approche. Sinon vous n'avez juste aucune chance. Vous pouvez pas exister. Donc au niveau du produit, au niveau de la communication, au niveau des ambassadeurs que vous sélectionnez, enfin, tout doit être parfait. Sinon il y a aucune chance. C'est peut-être là aussi la complexité de la chose, non? Oui, c'est très compliqué parce que effectivement vous devez respecter vos racines et on les respecte. Et pour moi c'est essentiel parce que j'oublie pas une chose. Déjà, nous, on restera toujours fidèle à cette racine, à nos racines de sport de combat. Et jamais on mettra ça de côté. Jamais. C'est-à-dire que c'est aussi quelque part aussi notre fierté. C'est ce qui fait notre unicité et notre identité. Donc ça, on continuera toujours de le valoriser et on continuera toujours de développer des produits pour les pratiquants. Et c'est très important et on fera toujours le maximum pour essayer de proposer mieux, des meilleurs produits, etc. Et on est en train justement de travailler là-dessus, sur des nouvelles gammes de gants de boxe, sur des nouvelles gammes de gants de protection, etc. Ça sera toujours le cas. C'est hyper important. Mais de toute façon, c'est essentiel. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas un point d'appui, si vous n'avez pas un refuge, une zone une sorte de camp de base depuis lequel vous partez, vous ne pouvez pas vous projeter. C'est pas possible. Et si vous regardez la réussite plein de réussites dans l'histoire des marques de sport, elles ont toutes une origine dans un sport. Donc, vous avez des marques de skate, vous avez des marques de surf, vous avez des marques elles ont toutes vous avez des marques de vélo, Nike qui est le plus emblématique avec son running au début, etc. Vous avez toujours un œil de vie au départ qui vous permet de vous développer. Et sans cet œil de vie, c'est pas possible de se développer. Et cet œil, il faut le maintenir en forme ad vitam aeternam, c'est hyper essentiel. Si vous dites, je commence et puis finalement après je passe à autre chose et puis ça j'en peux plus en entendre parler. Ouais. Mais les gars de banlieue qui font du MMA, laisse tomber, oublie, c'est plus mon truc. Pour moi, vous reniez quelque part. On doit être fier de ses origines, on doit les assumer et on doit les porter. Et ça c'est mon credo, c'est ma conviction.
Donc c'est comme ça qu'on avance. Et puis j'oublie pas aussi que là, depuis 15 ans, c'est les gens qui font du fight qui nous font vivre, quoi. Hein. Donc parce que c'est aussi bête que ça, mais c'est eux qui nous font vivre. Ils achètent nos produits, donc on vit grâce à eux. Donc ça, nous, on l'oublie pas. Et au contraire, nous, ce qu'on veut, et l'immense fierté pour nous, ce serait de réussir à faire exploser une marque de fight et la rendre légale de marques plus traditionnelles, quoi. Et ça serait une immense fierté parce que généralement, les gens qui pratiquent le fight sont souvent ceux aussi qui sont un peu pointés du doigt, un peu critiqués, un peu ostracisés, quoi. Donc, si on peut réussir ça sera une victoire d'autant plus forte. Est-ce qu'on pourrait voir Rafael Nadal, Florent Manodou avec du Venom? Je sais pas. Je sais pas. C'est à court terme, non. Et je pense pas, en fait. Je pense pas. Je pense que non, parce que de toute façon, je dis d'un point de vue sportif, nous, ce qui nous intéresse, c'est les sports de combat. Oui. C'est là-dessus qu'on va rester relativement impliqué. Après, sur les autres disciplines, vous verrez, ce qu'on fait et qu'on a intégré avec l'UFC et qu'on essaie de leur pousser à eux aussi parce que c'est important selon nous, c'est de croiser l'univers du fight avec l'univers de l'art, notamment la musique, le cinéma. Ou les jeux vidéo, vous avez fait une association, quelque chose avec Assassin's Creed. Ouais. Donc ça, par exemple, ça a été un gros succès. Ouais. Ça a été un gros succès. D'ailleurs, on travaille là sur un add-on à la collection. On va rajouter des produits qui sortiront à la fin de l'année. Parce que c'est un vrai beau succès, qu'au début on avait un peu hésité, on avait lancé une quantité limitée de produits. Bon, finalement on va lancer ceux qu'on n'avait pas lancés au début. Voilà, donc ça c'est un gros, c'est un truc qui a bien marché. Après, je vous dis, là, chez nous il y avait Cobaladé par exemple qui était encore là. On travaille avec lui, on réfléchit à des développements en commun. On travaille aussi avec Gradure. On travaille avec, on a d'autres artistes comme ça avec lesquels on commence à travailler. Pour nous, le monde de l'art, il est vraiment intéressant parce que c'est au final beaucoup aussi ce monde-là qui inspire les sportifs. Regardez, on avait fait un portrait croisé entre Gradure et Cyril Gann. Je ne sais pas si vous l'aviez vu sur YouTube, qui avait été assez suivi. On avait été surpris de voir le nombre de gens qui l'ont regardé et qui l'ont regardé à 80%. C'était pas des vues sur un reportage de 20 minutes, des vues de 30 secondes, non, c'était des vues de 25 minutes. Donc on s'est dit waouh, ça a quand même beaucoup plu aux gens parce que il y avait quelque chose d'authentique, de vrai, et on sentait une passion commune et un respect commun. Et ça nous a beaucoup interpellés. Et on s'est dit voilà, c'est la direction qu'on doit suivre. Il faut suivre cette direction, il faut bâtir quelque chose là-dessus. C'est ce qu'on essaie de faire donc en France, qui sert aujourd'hui de laboratoire. Et qu'on va sans doute répliquer en Angleterre, aux États-Unis et en Allemagne. D'accord. Qui sont en fait nos 4 gros pays. J'allais finir sur justement ma dernière question, c'est les objectifs à venir de Venom, mais en fait vous m'avez tout dit, vous m'avez tout résumé en quelque sorte. Il y a du travail, mais c'est tout ce que vous recherchez vous de toute façon. Ouais, nous on veut le travail, on veut les résultats. Donc Venom c'est une équipe de sportifs. Hein. Donc nous on veut pas que travailler, on veut réussir et on veut gagner. Donc sinon on a tendance à s'énerver comme les sportifs de haut niveau. Hein. Quand ils tirent à côté du but, ça les énerve. On préfère quand c'est en lucarne. Donc nous c'est pareil, on préfère quand ça marche. Et donc, mais c'est intéressant parce qu'on est à une période un peu transitoire quoi pour la marque. C'est-à-dire que dans le sport de combat, auquel les gens ont compris, je pense qu'on faisait du sport de combat. Maintenant, est-ce qu'on est capable de se projeter ailleurs ou pas? Et c'est ça qui va être intéressant dans les mois et les années à venir par rapport à Venom, c'est de voir si Venom est capable ou pas d'aller plus loin que le sport de combat. Et est-ce que demain vous allez voir du Venom partout dans la rue, par exemple, ou pas? Vous en voyez un petit peu, mais je pense qu'on pourra en voir beaucoup plus. Eh ben, on va suivre ça en tout cas. Merci infiniment, Franck. C'était vraiment intéressant de vous avoir en tout cas. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà. J'espère que cet épisode et cette interview de Franck Dupuis vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube. Rendez-vous sur les réseaux sociaux et surtout, à très bientôt dans l'arène.